Bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien. Nous allons débuter ce webinaire. Donc, vos micros sont coupés. Par contre, vous avez accès au canal de discussion sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et donc, après une première partie qui consistera par une présentation, ensuite, nous aurons du temps pour répondre aux questions. En introduction, euh, donc, il s'agit du deuxième webinaire. Vous avez peut-être assisté au premier qui avait lieu la semaine dernière, qui était sur le thème le plus général de la science ouverte, hein, et des données ouvertes. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur un outil particulier, donc les entrepôts de données. Je ne me suis pas présenté, donc je suis Luc Decker, je suis ingénieur à l'IRD, je travaille à Montpellier au service information scientifique et technique. J'ai repris cette diapo du précédent webinaire, donc pour vous rappeler qu'il a lieu dans le contexte du projet euh, Open OPSE, lui-même dépend de l'Observatoire Population, Santé et Environnement du Sénégal. Le projet Open OPSE, c'est un projet FSPI, donc Fonds de solidarité pour les projets innovants, dont le but, l'objectif principal, c'est d'ouvrir les données collectées par l'Observatoire, l'OPSE. Les objectifs de ce webinaire, les objectifs principaux, euh, le premier, ça va être de vous aider à prendre conscience des raisons qui poussent à davantage préserver et partager les données scientifiques. Et le deuxième, de vous montrer comment les entrepôts de données répondent précisément à ces enjeux, comment les entrepôts de données fonctionnent, les différents types d'entrepôts. On retrouve ces éléments dans le plan de ma présentation, puisque donc les enjeux, d'une part la préservation, d'autre part la valorisation des données scientifiques. Donc ensuite, on entrera dans le cœur du sujet. En résumé, je vous résumerai les objectifs et les principes des entrepôts de données, puis les différents types d'entrepôts qui existent et leurs caractéristiques. On parlera aussi du logiciel Dataverse, qui est une application qui peut permettre de faire fonctionner un entrepôt. Et puis un peu plus dans le concret, on abordera le sujet sur comment on prépare correctement un jeu de données et est-ce qu'il n'y aurait pas des précautions avant de publier les données. Donc, voilà pour le plan. Vous avez déjà vu au précédent webinaire la définition des données de la recherche, je la rappelle, hein, que vous l'avez ici. Et donc, on distingue les données primaires, ou si on dit données brutes, des données dérivées. Donc, dès qu'on commence à traiter ces données primaires, on obtient des données dérivées, toutes sortes de traitements, des corrections, des analyses, des calculs. Et puis, il y a un sous-ensemble qui est constitué par les données d'intérêt. Donc, les données d'intérêt, c'est les données qui semblent intéressantes à conserver et à réutiliser, à savoir que c'est quand même un critère un peu subjectif, on n'est jamais totalement sûr que des données pourraient être davantage intéressantes dans le futur. Voilà. Donc, première partie, je vais parler des enjeux et plus précisément de la question de savoir est-ce que les données de la recherche ne seraient pas un peu en danger. Alors, en danger de quoi? En danger d'être perdues, d'être égarées. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de ça? En fait, il y a eu un certain nombre de sondages ou d'enquêtes qui ont été réalisées. Donc, je vous présente les résultats d'une première enquête qui demandait aux chercheurs où est-ce qu'ils stockent leurs données. Vous avez les résultats ici. Et c'est un petit peu inquiétant parce qu'il y a toute une partie des données qui sont stockées uniquement sur leur propre ordinateur ou encore éventuellement sur leur propre disque externe ou une clé USB, mais
Alors qu'il y a des solutions un peu plus sécurisées comme un serveur de leur laboratoire, et encore mieux, des entrepôts de données ou des archives. Alors, est-ce que c'est ennuyeux ça, l'endroit, est-ce que c'est important l'endroit où les données sont stockées? Ben oui, c'est assez important parce que ça a des conséquences. Et les conséquences, on les voit là, c'est le résultat de cette seconde étude que je vous présente aujourd'hui. Alors, c'est une étude qui date de 2014. En 2014, ils se sont demandé si on pouvait encore retrouver des données qui dataient d'il y a 20 ans. Autrement dit, ils ont pris des articles qui avaient été publiés 20 ans plus tôt et ils se sont rendus compte que dans 80% des cas, les données associées aux articles, elles étaient plus disponibles, elles ont été perdues. C'est impressionnant et puis c'est inquiétant. Et en même temps, c'est en lien avec ce que je vous ai montré sur l'endroit où les données sont conservées. Alors, pourquoi toutes ces données peuvent être perdues? Il y a plein de causes qui s'accumulent, qui peuvent s'additionner. Les supports sur lesquels sont stockés peuvent devenir défaillants, aussi bien les disques durs que les CD-ROM, que les bandes magnétiques. On parle d'obsolescence matérielle. Parfois, le support lui-même est intact, mais c'est l'appareil qui permet de le lire. Il n'existe plus, il ne fonctionne plus. L'obsolescence logicielle, c'est le logiciel qui permet de lire les fichiers qui n'existent plus. Donc, on a les fichiers qui sont illisibles, inexploitables. Et puis, des causes plus classiques, comme les données, comme tout fichier informatique, peuvent être endommagés par des virus. Les supports peuvent être détruits par des catastrophes. On peut aussi tout simplement égarer les données. Elles peuvent être effacées par erreur. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite liste des causes, mais ce qui est plus ennuyeux, c'est les conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand on a perdu les données? Alors souvent, c'est des pertes de temps parce qu'il faut recommencer le travail de collecte. Recommencer un travail, ça peut être aussi un budget supplémentaire à mobiliser. Et souvent, c'est souvent des fonds publics qui servent pour la recherche. Si les données ont été perdues, on réduit les chances de faire quelque chose, on réduit les opportunités. Par exemple, on réduit les opportunités de vérifier les résultats, de comparer les résultats dans le temps, dans l'espace. Et d'ailleurs, je peux dire que, bon, étant donné qu'on ne peut pas remonter dans le temps, si c'est des données historiques qui ont été perdues, elles ont été perdues définitivement. On ne peut pas refaire une campagne, ça correspondra plus aux mêmes données. Et puis, on réduit les opportunités de réutiliser les données. Forcément, on n'a plus les données, donc elles peuvent plus servir pour faire avancer la science. Tout ça, c'est ennuyeux. Sur le point, d'ailleurs, de vérifier les résultats. C'est directement en lien avec ce qu'on appelle la reproductibilité des expériences. La reproductibilité des expériences, on se rend de plus en plus compte que c'est un enjeu important. Il y a eu un sondage en 2016 qui montrait que plus de 70% des chercheurs, au moins, ça leur est arrivé au moins une fois, ne pas arriver à reproduire une expérience d'un autre scientifique. Et parfois même leur propre expérience. Alors, quel lien avec les données? C'est qu'en fait, les données, si on les a conservées, d'abord, on peut les réanalyser, on peut refaire des calculs, on peut faire des calculs supplémentaires, puis ça va permettre éventuellement de comprendre les causes des différences quand on détecte des différences. D'ailleurs, il n'y a pas que les données, il y a aussi les métadonnées, c'est-à-dire les conditions expérimentales qui peuvent expliquer des possibles différences. Bon, la reproductibilité, c'est quand on n'arrive pas on obtient des résultats différents. Voilà, donc j'ai parlé de l'enjeu de préserver les données. Le deuxième enjeu qui est tout aussi important, c'est la question de la valorisation. Vous allez voir, bon, je parle de valorisation au sens large, c'est-à-dire que je pense plutôt les données en termes de potentiel et un potentiel qu'on pourrait peut-être exploiter davantage sous certaines conditions. L'idée d'abord, c'est de réfléchir finalement quels sont les acteurs qui sont intéressés à ce les données d'un projet de recherche soient davantage valorisées.
Et donc, en sachant que les valorisations, il y a la valorisation scientifique pour faire avancer la science, la valorisation économique, et en général celle auquel on pense, et puis la valorisation sociétale, c'est-à-dire l'impact pour la société, pour le bien commun. Donc, différents acteurs, les instituts de recherche, les universités, les laboratoires de recherche, les chercheurs eux-mêmes, mais aussi les ministères, les agences de financement, les organisations internationales qui financent aussi la recherche, les éditeurs scientifiques, les compagnies privées, la société civile. Voilà, donc ça fait beaucoup d'acteurs. On peut, on peut les classer en producteurs de données, surtout réutilisateurs de données, puisque c'est de ça qu'on parle. Et puis, il y a des acteurs qui sont plus du côté gouvernance des données. Mais la gouvernance de données, elle a pour but, entre autres, de faciliter le travail des gens qui réutilisent concrètement les données. On peut retrouver ces acteurs sur le second schéma que je vous propose. Alors, les agences de financement, les ministères, les instituts de recherche, eux, ils vont donc, c'est la gouvernance des données, ils vont inciter ou même obliger les scientifiques à partager davantage leurs données, à les mettre à disposition ou avoir prévu des modalités d'accès si elles ne sont pas accessibles librement. Mais il y a également des avantages pour les chercheurs eux-mêmes, à ce que les données soient davantage partagées. Le premier, c'est d'augmenter les citations lorsqu'un article est publié avec des données disponibles, ces articles sont davantage cités. Le deuxième, c'est que avec les données, ça peut être aussi un point d'entrée pour des nouvelles collaborations. Donc, pour étendre un réseau, de même pour se faire connaître. Et puis, enfin, en partageant les données, on montre qu'on adhère au principe de la science ouverte. C'est apprécié par les agences de financement. Ça augmente les chances de recevoir de nouveaux financements. De manière encore plus générale, si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt commun, un intérêt qui soit partagé par tous? J'ai un peu réfléchi, je vous propose celui-ci. L'intérêt commun, c'est en fait l'impact global d'un projet de recherche. L'impact global sur les progrès de la science et sur la société. Dans un projet de recherche, en général, il y a des productions. Les productions, ça peut être des articles qui sont publiés, des posters, des communications. Et souvent, on oublie un peu les données. Mais les données, c'est aussi une production qui participe à l'impact du projet, à l'impact sur le long terme. Voilà. Et quand on parle d'impact, en fait, c'est aussi l'impact des ressources qui ont été investies dans ces projets de recherche. Autrement dit, à ressources égales, on pourrait faire un peu plus si les données des projets étaient réutilisables, davantage réutilisables. C'est ça l'idée. Alors, comment procéder? J'ai essayé de vous donner une approche un peu générale. Bon, le but, c'est d'augmenter les potentiels de réutilisation. On peut faire ça d'abord en rendant les données visibles. Visible, ça veut dire on est à l'opposé des données qui resteraient secrètes, qui resteraient cachées dans l'ordinateur d'un chercheur. C'est ça l'idée derrière la visibilité. Pour qu'elles soient visibles, il faut aussi que les données soient décrites et documentées. Et la documentation, c'est ce qui va permettre que les données soient réellement réutilisables parce qu'on a besoin de les comprendre. Si on a juste un tableau de chiffres sans explication, on ne va pas augmenter le potentiel de réutilisation. Ça ne suffit pas, il y a également le partage. Donc, si les données sont décrites, mais il faut en plus qu'on puisse y accéder. Et le dernier pilier, il faut que ça fonctionne, tout ça sur le long terme, donc que les données soient préservées. Voilà, les trois piliers, ils sont complémentaires, il faut qu'ils soient là tous les trois pour que cela fonctionne. Un dernier bénéfice, comme j'ai mentionné, c'est que au-delà d'augmenter les potentiels de réutilisation, les mêmes piliers peuvent aider à augmenter la confiance dans la science et à la reproductibilité. Alors, qui
qui réutilise les données? On en a déjà un petit peu parlé, mais plus concrètement, euh, vos collègues, vos propres collègues actuels, mais aussi à venir. Je pense en particulier quand on a des chercheurs qui prennent en retraite, partager, préserver les données, ça va être aussi à destination des personnes qui viendront après. La communauté scientifique d'une discipline, mais aussi les chercheurs dans d'autres domaines. C'est ce qu'on appelle les utilisations imprévues. Elles sont rares, mais souvent elles conduisent à des réelles avancées scientifiques. Les données sont aussi réutilisées de manière plus générale par les spécialistes de l'intelligence artificielle. On va en reparler quand ils constituent ce qu'on appelle du big data, par le secteur privé pour les applications commerciales, par le secteur éducatif, simplement parce qu'on a besoin de données comme exemple pour illustrer, et dans certains cas, par le grand public. On voit que la liste des réutilisateurs potentiels est assez longue. Je prends un exemple. En astronomie, ça fait depuis bien longtemps que le partage des données est quelque chose qui a été développé, et on voit ici l'impact. Cette courbe, c'est pour vous montrer la proportion des articles publiés qui sont basés sur des données anciennes archivées. Ça veut dire que si ces données, elles n'avaient pas été conservées, si on les avait perdues, ou bien si on ne les avait pas partagées entre tous les astronomes, on va dire, toutes ces publications n'auraient pas à avoir lieu. Autrement dit, c'est autant de sciences qui n'existeraient pas. Et donc, dans ce cas-là, en astronomie, on voit que ça représente près de la moitié des publications. C'est très important. Pour revenir aux intelligences artificielles, je vous propose une petite animation qui aide à comprendre le lien entre le partage des données et les moteurs d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage automatique. Imaginez qu'on a un jeu de données, une étude a produit un jeu de données, peut-être même que l'étude n'a pas vraiment réussi et on n'est pas allé plus loin que la collecte de données. Le risque, ce serait peut-être que même les données, on ne s'en occupe plus puisque l'étude n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà, c'est un exemple. À la place, ces données, on pourrait quand même les publier. On les met justement dans un entrepôt de données. On va voir plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Voilà. On peut aussi publier un article qui présente les données. Ça s'appelle un data paper, qui explique juste comment les données ont été collectées et pourquoi ces données sont intéressantes. Sans aller plus loin, il n'y a pas de résultats scientifiques, juste les caractéristiques des données. Maintenant, imaginez qu'un peu partout dans le monde, des scientifiques comme ça partagent leurs données. On a plein de petits jeux de données disponibles. Ce qui est possible de faire, par exemple, une équipe qui est spécialisée dans ce domaine peut aller faire des recherches, aller puiser des données dans tous ces entrepôts, les rassembler, les harmoniser pour pouvoir, c'est tout un travail, c'est une expertise en soi pour fabriquer un jeu de données massive. Et à quoi ça sert? C'est ça qui sert à alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique. Ils fonctionnent essentiellement ou même seulement s'ils ont des données massives pour les alimenter. On peut aussi voir comme des nouvelles méthodes d'analyse de données qui ont besoin de données massives. Ces méthodes, elles conduisent à des nouvelles connaissances qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles. Et donc voilà, donc c'est le but ultime, et les producteurs de données sont cités. Donc voilà. Donc j'ai terminé la présentation des enjeux. On va voir maintenant un peu plus en détail qu'est-ce que c'est un entrepôt de données. Alors je commencerai par une définition. Donc un entrepôt de données, c'est un service en ligne connecté à Internet qui permet de déposer, d'écrire, conserver, référencer, diffuser, rechercher des jeux de données. Donc, on voit qu'il y a une partie qui est liée au producteur de données, le dépôt, la description,
Et puis, on se préoccupe des utilisateurs donnés via la conservation, le référencement, la diffusion, les recherches. Alors, il existe beaucoup d'entrepôts de données. Ce sera la partie suivante de ma présentation. On verra ça plus en détail. Un parallèle que j'aime bien faire, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une convergence entre les données et les articles? Voyons un peu ça. Les journaux scientifiques publient des articles. Ben, en fait, les entrepôts, eux, ils publient des données. Et là, et le mot important, c'est publier. Si on réfléchit comme ça, on a envie de donner une place centrale à la qualité des données, à la qualité des métadonnées qui sont publiées. De la même façon que les journaux scientifiques ont une réputation à défendre, un entrepôt pourrait aussi avoir une réputation à défendre en publiant des données de bonne qualité ou des données qui sont bien documentées. Alors, à quoi sert un entrepôt de données? On a déjà parlé des enjeux. Je les résume ici. Préservation, visibilité, partage et accès aux données, valorisation, maîtriser la diffusion. L'entrepôt, les logiciels qui le font fonctionner au niveau technique, aide à maîtriser les données, la diffusion des données, par exemple, mettre en place des contrôles d'accès. Le dernier aspect, j'en ai pas encore parlé, c'est l'aspect éthique. L'idée, c'est que ces données, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui aussi, c'est que ces données, quand en particulier, elles sont collectées dans des pays du Sud, par des enquêtes, par du travail sur le terrain, il faut qu'elles soient aussi accessibles aux scientifiques des pays où elles sont collectées. D'où le lien avec les aspects éthiques. Je vais prendre un exemple, c'est celui de l'entrepôt de Liernay qui s'appelle DataSud. Je le prendrai à plusieurs reprises comme exemple pendant ma présentation. Ici, on s'est intéressé de savoir d'où viennent les visiteurs de l'entrepôt, donc les personnes qui sont potentiellement intéressées pour télécharger des données. Et on est fiers de dire qu'il y en a près de 20% qui viennent d'Afrique. On retrouve aussi ça dans les listes des pays. Il n'y a pas uniquement d'Afrique, mais de manière générale des pays du Sud. Bon, c'est un peu normal, dans DataSud, il y a beaucoup de données qui proviennent de projets réalisés dans les pays du Sud. La même idée ici, on voit que la proportion d'utilisateurs de l'entrepôt de l'IRD qui viennent hors d'autres pays que la France et a augmenté constamment au cours du temps jusqu'à se stabiliser à environ 75%. Alors vous allez me dire, mais j'ai entendu parler, il y a aussi des infrastructures de données, des portails de données. Et comment les entrepôts se positionnent par rapport à ça? L'idée à retenir, c'est que les entrepôts sont plutôt complémentaires à ces grandes infrastructures de données. Une infrastructure de données, c'est un portail qui donne accès aux données et souvent créé sur mesure pour un type de données ou bien pour un projet scientifique très important. Un entrepôt, ça n'a pas du tout le but de remplacer ce type d'infrastructure. Au contraire, l'entrepôt, il va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la longue traîne des données qui est représentée ici sur le schéma. C'est toutes les données non structurées, pas très bien décrites, parfois même pas encore numérisées, qui sont dans les PC des chercheurs. C'est en fait les données les plus en danger, ont le plus besoin d'être préservées, les données de petits projets pour lesquels il n'y a pas un site web dédié qui a été créé. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'archivage. Alors, c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé aujourd'hui. En fait, on parle d'archivage pérenne. Je rappelle une définition, c'est de garantir sur le très long terme, là on se positionne plutôt sur des périodes de dizaines d'années, que les données restent bien conservées, accessibles et lisibles, avec la gestion du risque d'obsolescence des formats de fichiers. L'archivage, c'est un vrai métier, ça demande des moyens techniques, des méthodes et des normes spécifiques. Alors, la question, c'est est-ce que les entrepôts de données sont une solution d'archivage? La réponse, eh ben, ça dépend.
Par défaut, un entrepôt de données, on peut lui donner un rôle d'archivage intermédiaire. Ce n'est pas de l'archivage pérenne. C'est un endroit qui va dire plus sécurisé qu'un simple ordinateur d'un chercheur, mais qui va peut-être pas aller jusqu'à l'archivage pérenne. L'archivage pérenne, en fait, c'est un service supplémentaire qui peut être proposé par certains entrepôts, parfois avec l'aide d'un prestataire spécialisé sur cet aspect-là. Par contre, ce qui est important, c'est qu'un entrepôt sérieux, on dit de confiance, doit dire clairement à ses utilisateurs quelle est la pérennité du stockage qu'il propose et s'il fait de l'archivage pérenne ou pas. Alors, dans un jeu de données, on rentre un peu plus dans les détails. Dans un entrepôt, qu'est-ce qu'on met? En fait, en général, la plupart des entrepôts, l'élément de base, ça s'appelle le dataset, le jeu de données. C'est simplement un regroupement de données. Il y a une fiche descriptive, un titre, des auteurs, un résumé, des mots-clés. Chaque jeu de données, on va lui donner normalement, on lui donne un identifiant unique, une référence. Puis, on dépose aussi des fichiers dans un jeu de données, mais parfois, il n'y en a aucun. Si les données sont confidentielles, ou bien si les données sont encore en cours de préparation, mais on peut déjà, pour rendre visible le travail, on peut déjà créer le jeu de données à l'avance et ajouter les fichiers ultérieurement. Des documentations, pas uniquement des fichiers. Vous vous rappelez que la documentation, c'est aussi un des piliers importants qui fait que les données, on va réellement pouvoir les réutiliser. Et dans un jeu de données, on rajoute des conditions d'utilisation et puis il y a aussi l'historique des versions si le jeu de données évolue dans le temps. Alors, quand on dit un regroupement cohérent de données, c'est finalement, mais qu'est-ce que ça peut être ces critères de cohérence? C'est très varié. Je vous donne plutôt des exemples. Un jeu de données, ça peut être les données associées à un article. Ça peut être les données de tout un projet ou d'une partie d'un projet, si le projet est important. Ça peut être aussi les données d'une station de mesure, d'un ensemble de stations. Donc, on peut faire des regroupements géographiques, temporels, ou bien encore par type de données. Rapidement, souvent, il y a une question qui m'est posée quand j'accompagne les personnes qui souhaitent déposer dans l'entrepôt de l'IRD, c'est est-ce qu'il vaut mieux créer un seul jeu de données ou plusieurs? Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend de chaque cas. Il y a des avantages et des inconvénients que j'ai listés dans ce tableau comparatif. Forcément, un seul jeu de données, c'est moins de travail. Parfois, c'est plus facile pour les utilisateurs parce que ça leur permet de télécharger toutes les données en une seule étape. C'est plus simple à gérer. Voilà. Faire plusieurs jeux de données, ça veut dire qu'ils vont pouvoir être cités séparément, plus précisément. Ça veut aussi permettre qu'ils soient prêts, pas forcément tous en même temps. On va pouvoir peut-être déléguer leur préparation, se répartir le travail. Voilà. Ça, c'est un choix important parce qu'il faut le faire dès le départ. Une fois qu'on a créé, publié les jeux de données, c'est un peu trop tard pour dire on aurait mieux fait de les découper en plusieurs ou au contraire, on aurait mieux fait de les rassembler. Comment on organise les jeux de données dans un entrepôt? Est-ce qu'on les verse comme ça, pêle-mêle? Non. En fait, un entrepôt, ça se structure. On crée ce qu'on appelle des collections, on peut aussi dire des dossiers, des répertoires, et puis des sous-collections. Donc, on peut créer un arbre de collection. Et voici quelques exemples. Une collection, ça peut être la collection de tout un laboratoire de recherche, d'un projet de recherche ou encore d'un thème scientifique. Alors, comme exemple, voici comment les collections sont organisées dans l'entrepôt DataSud. Dans DataSud, on a d'abord créé des collections par laboratoire, des sous-collections par projet de recherche et on a mis des jeux de données. Et comme ça ne suffisait pas, on a aussi créé des collections pour des partenariats par pays, voire des collections de projets de recherche qui sont multilaboratoires. Voilà. Dernière chose qui est importante à mentionner, c'est un jeu de données, où est-ce qu'on le cite? Souvent, les gens déposent des données, mais ils oublient un peu de les citer. Alors bon, voilà des exemples où on peut citer un jeu de données, votre propre jeu de données, mais aussi ceux que vous utilisez. Alors évidemment, les articles scientifiques citent les données, ça paraît logique. Et d'ailleurs, réciproquement, les jeux de données
donne les références des articles associés. Mais on peut citer aussi les jeux de données dans des rapports d'avancement de projet, dans des rapports d'activité, dans des dossiers de candidature. Dans ce cas-là, c'est dans le chapitre production scientifique, il y a les articles, les posters et les jeux de données, pour vous donner un exemple. La partie suivante est destinée à vous montrer un peu la diversité des entrepôts de données. Alors, comment choisir parmi tous les entrepôts qui existent? On analyse les besoins et puis on vérifie que ces entrepôts respectent les bonnes pratiques. Alors, ça peut être en partie lié au domaine scientifique aussi. Et on en déduit les caractéristiques dont on a besoin. Alors, il y a différents types d'entrepôts de données. Il y a des entrepôts généralistes qui acceptent tous les types de données, d'autres qui sont spécialisés dans une ou plusieurs disciplines. Bien sûr, il y a les entrepôts qui sont dédiés aux données scientifiques et d'autres qui peuvent aller au-delà. Les entrepôts institutionnels qui sont créés et financés par un institut de recherche, une université par exemple. Un entrepôt qui est adossé à une infrastructure de recherche. Il y a des entrepôts qui peuvent être indépendants, qui fonctionnent un peu sur un mode associatif. Les éditeurs scientifiques, parfois créent leur propre entrepôt, puisque je vous ai dit, les données accompagnent les articles. Donc, ça, ils offrent une solution aux scientifiques qui publient les articles. Des entrepôts sont ouverts à tous, d'autres sont ouverts seulement à une communauté ou par exemple aux chercheurs qui travaillent qui sont membres d'une université. Les dépôts peuvent être gratuits ou payants. Par contre, ce qui est le plus important, c'est pour choisir un bon entrepôt, on a réfléchi un peu à ce qu'on appelle les critères de confiance. Et ces critères, d'ailleurs, ils sont en accord avec les principes FAIR. Les principes FAIR, j'en rentrerai dans les détails tout à l'heure, on est en lien avec les bonnes pratiques pour l'ouverture des données. Alors, il y a ce qui est important, c'est la pérennité du service. Est-ce que le financement de l'entrepôt est stable? Est-ce qu'il ne risque pas de fermer l'année prochaine? L'entrepôt de confiance, il attribue des identifiants pérennes. Il encourage l'utilisation de formats ouverts. Les jeux de données, on leur donne des citations, on leur attribue des licences d'utilisation, il y a la gestion des mises à jour, gestion des droits d'accès. L'entrepôt aussi pour définir un certain niveau de curation, clairement pour qu'on sache est-ce que les données sont vérifiées avant d'être publiées, est-ce qu'il bénéficie, est-ce qu'un service d'assistance ou de modération est proposé? Voilà. Donc, il y a un exemple de certification d'entrepôt, le plus connu qui s'appelle Core Trust Seal. Donc, si un entrepôt présente un dossier de certification, donc il peut être certifié, ça donne un gage aux utilisateurs. D'autres caractéristiques, voilà quelques-unes. Par exemple, il y a des entrepôts qui peuvent être limités en volume quand on veut déposer des données. L'archivage associé, j'en ai parlé. Parfois, il y a des entrepôts qui proposent des champs de métadonnées, donc au niveau de la fiche descriptive des données qui sont spécialisées, voire des services complémentaires. Donc, parfois, comment on choisit un entrepôt? Parfois, tout simplement, c'est imposé par l'organisme qui finance le projet de recherche ou éventuellement l'article ou le journal où l'article où les données sont déposées. Sinon, on recommande d'utiliser l'entrepôt. S'il y a un entrepôt thématique qui est leader dans une discipline, c'est en général le meilleur choix parce que l'objectif, c'est que les données soient visibles par les autres scientifiques qui travaillent dans le même domaine, que ce soit facile à trouver. Alors, les points d'attention, il y a des choses qui ne sont pas des entrepôts, comme tout ce qui est Drive, Google Drive, Dropbox, bon, tout ça, ça peut servir de stockage, mais ce n'est pas des entrepôts de données. Attention aussi au risque de captation des données, que les données ne soient pas déposées quelque part où ensuite elles ne vous appartiennent plus.
Aussi, attention à la pérennité du service, en particulier s'il repose sur un modèle commercial. Les critères de confiance, donc on y revient, ça peut aider à éliminer certaines solutions. Voilà. Donc, où trouver un entrepôt? Il y a un annuaire spécialisé qui est le plus connu, qui s'appelle RE3 Data, qui répertorie près de 3000 entrepôts, mais il répertorie aussi les portails de données. Les portails de données, ils diffusent des données, mais ils ne vous permettent pas d'ajouter vos propres données. Donc voilà, il faut faire attention. Vous n'allez pas trouver uniquement des entrepôts sur ce site. Une bonne méthode aussi, c'est de regarder quels sont les entrepôts utilisés par les autres scientifiques dans votre domaine. Quand on lit une publication, on peut aller voir où est-ce que les données ont été déposées. Des exemples d'entrepôts. Deux exemples. Le premier, c'est l'entrepôt ANATS, donc l'Archivage national des données du Sénégal. Vous avez ici une capture d'écran. Il contient des enquêtes, les résultats d'enquêtes, plus de 200 enquêtes. Et vous noterez en particulier qu'il y a une collection OPSE. Voilà. Le deuxième entrepôt que je peux citer, c'est celui de l'IRD. Donc là, je vous donne quelques détails parce que je le connais, donc c'est celui dont je m'occupe. C'est un entrepôt institutionnel. Il est ouvert aux scientifiques de toutes les structures où l'IRD est présent et aux partenaires de l'IRD dans les pays du Sud. Donc, on a un service d'accompagnement, de conseil, des guides. Voilà, c'est un entrepôt multidisciplinaire parce qu'il correspond en fait à tous les thèmes de recherche qui sont présents à l'IRD. Il y a un site support où on a mis un certain nombre de contenus plus général sur la gestion des données de la recherche. Alors, actuellement, il y a près de 200 jeux de données publiés dans DataSud. Près de la moitié, c'est les données qui, dans le domaine des sciences de l'environnement et sciences de la Terre, mais également l'agriculture qui représente 20% des données. Alors, ce n'est pas beaucoup, 200 jeux de données. C'est inférieur aux attentes, puisque l'entrepôt il a été lancé il y a 3 ans. On s'est intéressé, on a été amené à s'intéresser aux principales motivations des dépôts. Finalement, ces 200 jeux de données, pourquoi est-ce qu'ils ont été déposés? Sans aller jusqu'à avoir des statistiques, voici dans l'ordre les principales motivations. La motivation la plus courante, c'est la publication de données qui sont associées à des articles. Donc, c'est les demandes des éditeurs. La seconde motivation la plus fréquente, c'est quand c'est dans les obligations contractuelles par rapport quand un projet de recherche est financé. Ensuite, il y a également des cas de préservation de données avant les départs en retraite. De manière plus générale, mais ça reste encore moins courant, simplement des chercheurs qui adhèrent au principe de la science ouverte, qui veulent aller faire un pas dans la bonne direction. Puis, dans le futur, on peut penser que tous les plans de gestion de données qui sont rédigés de plus en plus souvent anticipent la diffusion des données dans un entrepôt à la fin du projet. Donc, ça devrait devenir de plus en plus fréquent. Le challenge, ça reste de convaincre les scientifiques des bénéfices de publier les données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu insisté sur ces enjeux de préservation et de partage. Alors, puisque j'ai parlé de DataSud, ça me permet de faire le lien avec Dataverse. Dataverse, c'est une application ou un logiciel gratuit qui, dont le code est ouvert, qui existe depuis 2006, qui est développé aux États-Unis et qu'on peut installer sur un serveur et qui permet d'exploiter un entrepôt de données. Il y a plus de 70 entrepôts dans le monde qui utilisent la solution technique Dataverse. Il y a une communauté d'utilisateurs et une communauté de développeurs qui contribuent à l'évolution du logiciel. Le fait même d'utiliser Dataverse aide à suivre les principes FAIR par plusieurs aspects, entre autres les identifiants pérennes, les licences et le respect de standards. Voilà les principales fonctionnalités d'un entrepôt Dataverse.
donc l'attribution d'identifiants pérennes. Les scientifiques déposent eux-mêmes les données. Il y a une interface web conviviale qui permet de faire ça. Voilà, il y a un système pour gérer les restrictions d'accès aux fichiers si on a besoin de le mettre en place. Voilà. Il y a également, il faut savoir que à cause du fait du respect des standards Dataverse, les données placées dans un entrepôt Dataverse peuvent être moissonnées, c'est-à-dire ils sont référencées par les moteurs de recherche de données. Voilà un exemple, un exemple de page d'accueil d'un entrepôt Dataverse. Donc, d'une part, on a un formulaire de recherche générale par mots-clés, ou bien des filtres qui permettent de faire des recherches par catégorie. Et puis, dans les résultats, on voit apparaître deux types d'objets, les collections et les jeux de données, dont j'ai parlé, les collections qui permettent de structurer l'entrepôt et les jeux de données qui sont l'élément de base. Voilà, les collections, j'en ai parlé. Donc, chaque collection peut contenir des jeux de données ou des sous-collections. Un jeu de données, il est présenté ainsi dans un entrepôt Dataverse. Il y a la citation et l'identifiant des web qui sont mis en avant. Ensuite, on a la fiche de métadonnées, donc la description. On a 4 onglets principaux qui permettent de consulter la liste des fichiers à télécharger, la liste des métadonnées détaillées, les conditions d'accès et puis l'historique des versions. On rentre dans les dernières parties de mon exposé. Donc, la première dont j'aime bien parler, c'est justement sur la préparation des jeux de données. La première étape quand on prépare un nouveau jeu de données, c'est de réunir les éléments, de se poser les questions. La première question qu'on se pose en général, c'est est-ce qu'on a le droit de diffuser les données? Dans certains cas, on n'a pas le droit, donc ça sert à rien d'aller plus loin en fait. Ou alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est que dans beaucoup de cas, on peut faire cette fiche qui décrit les données pour les rendre visibles, mais on ne pourra pas diffuser les fichiers. Ensuite, il y a la sélection des données. Quelles données on va diffuser et comment on va les réunir en différents jeux de données. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la granularité. Est-ce qu'on va créer un jeu de données, 10 jeux de données, préparer la description, préparer les documentations qui vont permettre d'expliquer les données, comprendre les données, de sorte que les personnes, pour les utiliser, ne soient pas obligées de vous contacter. Autant que possible, elles puissent être autonomes. Convertir les fichiers dans des formats ouverts. Bon, pour tout ce qui est là, les services d'accompagnement. Si un entrepôt a un service d'accompagnement, il va vous aider à répondre à ces questions et à trouver des solutions. Et enfin, oui, quelles licences ou conditions d'utilisation attribuer? Alors, les bonnes pratiques. D'abord, les principes FAIR que je vais expliquer dans la diapo suivante, qui vont être directement impactés, être en lien avec la qualité des métadonnées et les standards des métadonnées. Et l'entrepôt lui-même va vous aider à respecter certains de ces principes. Donc, il y a 4 principes. Il y a également ce qu'on appelle les principes data citation, je vais expliquer également juste après. De manière plus générale, la qualité éditoriale. Tout simplement, il faut que la description des données elle soit intelligible, compréhensible, qu'elle soit suffisamment précise, qu'on n'ait pas oublié le lieu, si le lieu est important, qu'on n'ait pas oublié la période, les années par exemple, la mise en page, grammaire, orthographe, puis de manière générale, on pense aux personnes, on imagine un instant qu'on n'est plus producteur de données, on imagine qu'on est utilisateur de données. Et comment, quand on regarde le jeu de données, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous apparaît? Alors, les principes FAIR, il y en a 4. Le premier, c'est qu'il faut que les données soient faciles à trouver autant que possible. Comment on fait ça? Il faut qu'elles soient bien décrites. Ça va permettre qu'elles soient bien référencées par les moteurs de recherche et donc que les personnes qui cherchent des données vont les trouver parce que à partir des mots-clés qu'elles auront rentrés, votre jeu de données va être dans les réponses, si possible, dans les premières réponses.
On attribue aussi les identifiants pérennes, ça aide aussi à ce que les données soient faciles à trouver. Le deuxième principe, il faut que les données soient accessibles. Accessibles dans le temps, donc là il y a la notion de conservation, et puis accessible sous l'idée de modalité d'accès. C'est-à-dire que quand quelqu'un est intéressé par vos données, parce qu'elles sont faciles à trouver, il les a trouvées, s'il vous pose la question, j'aimerais y accéder, que vous ayez une réponse à fournir sans délai. C'est-à-dire que si vous lui dites, je ne sais pas, il faut que je me renseigne et qu'il vous faut 1 an pour avoir l'accord de tous les partenaires, là, on ne répond pas vraiment au principe accessible. C'est ça l'idée. On a prévu à l'avance les modalités d'accès, les accords des producteurs de données. Le troisième principe, c'est l'interopérabilité. Là, on est dans un domaine plus technique, dans le domaine des formats de fichiers, des vocabulaires, c'est-à-dire que, par exemple, si on met des mots-clés, on va les choisir dans un thésaurus, dans un vocabulaire de référence, et tout ce qui est respect des standards. Le dernier principe, c'est qu'il faut que les données soient réutilisables. Vous voyez, elles peuvent être faciles à trouver, elles peuvent être accessibles, elles peuvent être interopérables dans le bon format. Il manque quelque chose. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec. Donc, c'est la licence. Et puis, au-delà de la licence, aussi la qualité des documentations. Donc, voilà les 4 principes. Souvent, quand on se pose une question, on peut trouver la réponse ici, en simplement réfléchissant finalement, j'ai le choix entre deux méthodes, entre 2 solutions, laquelle des 2 je prends, à partir des principes pairs, ça peut aider à guider mon choix. Et puis, ne pas oublier aussi le slogan « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Et ça, c'est plus pour l'accessibilité. Ça veut dire que les données ne sont pas forcément ouvertes, téléchargeables. Les principes data citation, on entend moins parler. Pourtant, ils ont été créés 2 ans plus tôt que les principes FAIR. J'aime bien les mentionner parce qu'ils sont complémentaires à FAIR. Les principes FAIR sont vraiment dirigés par rapport aux réutilisateurs de données. Les principes data citation, il y en a 8 qui sont plus ou moins décrits ici. Donc, j'ai mis en bleu ceux qui sont complémentaires. Le premier principe, par exemple, il dit que les jeux de données, c'est des produits importants de la recherche qui doivent faire partie de l'évaluation. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, citer les jeux de données dans un rapport d'activité annuel. Il faut que les jeux de données, c'est de la valeur. Et il faut aussi qu'on les cite. Donc, c'est le principe crédit et attribution. Et aussi, vous avez le principe 3 qui est en lien avec la reproductibilité, dont j'ai déjà parlé. C'est que quand on a un travail qui repose les données, on cite les données. Voilà, donc là on voit la complémentarité par rapport à faire. Quand on travaille un peu sur la qualité, là c'est un peu l'expérience qu'on a sur l'entrepôt DataSud, on en arrive à créer des guides et puis avec des critères, entre autres, le guide que j'ai créé, c'est un guide pour les gens qui relisent les jeux de données avant de cliquer sur le bouton publier pour dire ça y est, ils sont prêts pour être mis en ligne. Et donc voilà, ils passent en revue, par exemple, tous les champs. Est-ce que le titre est compréhensible? Est-ce que les auteurs, on a bien saisi les auteurs et ainsi de suite. Donc voilà, il est sous forme de tableau. Éventuellement, les déposants de données peuvent également consulter le guide. Ça permet, s'ils ont un besoin urgent de publier, ça permet d'anticiper et de gagner du temps. Et le guide, il n'est pas figé. Au fil du temps, au fur et à mesure qu'on voit des nouveaux jeux de données à relire, on complète le guide s'il y a des cas qui n'étaient pas prévus. La dernière partie, c'est rapidement quelles précautions avant de publier des données. Le but, c'est de vous sensibiliser aux risques éventuels parce que, en fait, quand on connaît un risque, quand on en a conscience, on peut le maîtriser.
la pire des solutions, la pire des situations, on va dire, c'est quand un risque est là, mais qu'on l'ignore totalement. C'est simplement le but de vous expliquer ça ici. Donc, du point de vue juridique, par rapport à un entrepôt, c'est l'action publiée qui est critique. Et d'ailleurs, publier, quel que soit le support, finalement, vous publiez quelque chose dans un livre, dans un journal, sur un site web, sur un réseau social, dans un forum ou dans un entrepôt de données, c'est une action de publication. Alors, pourquoi c'est critique? Parce que d'une part, certaines informations n'ont pas le droit d'être publiées. Je vous ai mis quelques exemples ici. Parfois, c'est par rapport tout simplement la loi interdit de publier tel type d'information. Ça peut être aussi un contrat qui vous interdit de publier, un projet de recherche financé par une entreprise. Au-delà de ça, il y a les risques de causer du tort à une organisation, à des personnes ou encore des espèces protégées. Il y a le respect de la confidentialité de la vie privée et puis également la réputation des chercheurs, des laboratoires, des instituts. Or, une fois qu'on a publié, une fois qu'on a rendu quelque chose public, qu'on l'a divulgué, c'est difficile de revenir en arrière parce que dans l'intervalle, à moins de changer d'avis très vite, dans l'intervalle, les personnes qui ont pu accéder à ce que vous avez publié et ils peuvent avoir mémorisé l'information, l'avoir copiée, l'avoir rediffusée. Donc, c'est pour ça que c'est un point d'attention. J'ai mis juste là quelques exemples de données. Certaines sont interdites. Alors ça, c'est un titre indicatif. Par exemple, les données secret médical, secret professionnel, secret défense. Certaines sont des catégories plus vastes. On peut les publier, mais sous condition. Il y a tout ce qui concerne les données personnelles avec des sous-ensembles des données personnelles, les données sensibles. Dans les données sensibles, il y a les données de santé. À chaque fois, il y a peut-être des règles supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Les choses, par contre, qui peuvent concerner tous les jeux de données, c'est les données protégées par le droit d'auteur. Si dans le jeu de données, on met des textes, des photographies, des œuvres de l'esprit, on peut avoir besoin, selon les cas, de demander l'accord de l'auteur qui les a produites. Il peut y avoir aussi tous les cas qui impliquent un partenaire dont il faut demander l'autorisation. Voilà, encore quelques cas supplémentaires. Je ne rentre pas dans les détails. Pour revenir au principe FAIR, j'avais commencé à en parler, mais l'idée générale, c'est que certains types de données on peut les mettre dans un entrepôt, mais que l'accès doit être restreint. Quand je parle de quel lien avec FAIR, c'est qu'on est sur l'accessibilité là. Et les conditions d'accès peuvent être strictes. Il peut y avoir un dossier à remplir, il peut y avoir un comité qui étudie les demandes d'accès, il peut y avoir un contrat signé avant d'accéder aux données. En général, les documentations et les métadonnées, elles peuvent rester publiques. Donc, avant tout, on respecte les réglementations. Si on a un doute, on demande des avis. On ne se précipite pas, on s'enseigne. Voilà. Donc, le principe général, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, d'abord, on respecte la loi, puis après, on essaie d'ouvrir les données autant qu'on peut. Et un point d'attention aussi, parfois, les éditeurs ou les bailleurs, les financeurs de projets donnent des consignes générales qui sont pour beaucoup de journaux scientifiques, c'est les mêmes consignes, et ils disent systématiquement aux auteurs, vous devez publier vos données. Et parfois, en fait, c'est pas autorisé parce que c'est des consignes générales qui ne sont pas propres à un domaine. Et voilà, ça arrive qu'on demande à un chercheur en santé, on va lui dire publiez vos données. Mais en fait, on ne peut pas comme ça, ce serait dangereux. On peut parfois, mais il y a des conditions supplémentaires. Déposer, dans le cas particulier, des données personnelles sensibles. Par exemple, des enquêtes qui posent des questions sensibles aux personnes interrogées. Il y a donc plusieurs approches. La première méthode qui devrait toujours fonctionner, comme j'ai déjà mentionné, c'est publier uniquement la description et la documentation des données.
euh, ça permet au moins la visibilité et puis on respecte les principes FAIR déjà. La deuxième méthode, c'est de pseudonymiser ou de déidentifier les données. Dans ce cas-là, on ne peut pas les mettre en accès libre. On peut les déposer dans certains entrepôts, vont les accepter en accès restreint, donc les conditions à respecter. Et puis le dernier cas, c'est les données qui sont anonymisées. Alors, anonymiser complètement des données, c'est quelque chose de difficile, souvent difficile à réaliser. Dans ce cas-là, théoriquement, on pourrait mettre ces données en accès libre, mais il faut vraiment avoir confiance dans la méthode d'anonymisation. Donc, même des données anonymisées, souvent, elles sont quand même mises en accès restreint. Dernier point, souvent, le formulaire de consentement qui est signé par les participants, il prévoit des dispositions par rapport au partage et la diffusion des données. Il faut en tenir compte, donc aussi à vérifier. J'en arrive à la conclusion de ce webinaire. En résumé, d'une part, donc on a vu que documenter, partager et préserver les données, c'est les trois piliers complémentaires qui permettent d'optimiser les chances de réutilisation des données et donc l'impact global des projets de recherche sur le long terme. Les entrepôts de données, c'est des outils dédiés à ces objectifs qui répondent à ces enjeux. Il y en a beaucoup qui existent, ils sont prêts à accueillir vos données et à répondre à la diversité des besoins. C'est relativement facile et rapide de publier un jeu de données, et d'autant plus si l'entrepôt propose un service support pour vous accompagner. Et enfin, si vous arrivez à suivre autant que possible les principes FAIR et toutes les bonnes pratiques dont j'ai parlé aujourd'hui, ça va rendre pleinement utile votre démarche de publication de données et ça va mettre mieux en valeur vos résultats, vos travaux. Donc, on est à la fin de la présentation et donc maintenant, on a du temps pour répondre aux questions. Si vous souhaitez poser votre question, donc soit sur le fil de discussion, ou on peut vous donner ouvrir le micro aussi. Alors, sur la discussion, je ne vois pas de questions. Non, ta présentation était tellement claire et accessible qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, j'en vois une qui arrive là. Alors, est-ce que dans le cadre de nos recherches, existait des recommandations, par exemple, déposées dans un dépôt sud, dans un dépôt IRD? Alors, j'imagine qu'on n'a pas intérêt à publier les jeux de recherche dans de multiples entrepôts. Oui, je vais répondre déjà à cette deuxième question. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, il me semble, mais un jeu de données devrait être publié dans un seul entrepôt. On ne devrait pas dupliquer les données. Donc, en particulier, si l'entrepôt attribue si c'est un véritable entrepôt qui attribue des identifiants pérennes. Si les données ont déjà un DOI ou un autre identifiant pérenne d'ailleurs, donc dans un véritable entrepôt, c'est pas utile de déposer dans d'autres entrepôts. Le but, c'est pas d'avoir les mêmes données qui sont présentes dans autant d'entrepôts que possible. C'est pas la bonne approche parce que un jeu de données, ça peut être mis à jour. Il y a un risque, par exemple, de mettre à jour à un seul endroit et d'oublier les autres endroits où on l'a également déposé. Et puis aussi, un jeu de données, il devrait avoir une citation unique. Donc, pour une citation unique, il faudrait qu'il soit déposé à un seul endroit. Alors, après, la première question, c'est existe-t-il des recommandations? J'ai montré tout à l'heure les recommandations générales sur comment choisir un entrepôt. Je vous ai dit, par exemple, qu'un entrepôt, s'il y a un entrepôt thématique qui est leader dans votre domaine de recherche, c'est celui qui est conseillé, parce que l'idée, c'est que peut-être la plupart des scientifiques dans votre domaine vont régulièrement voir les nouveaux jeux de données publiés dans cet entrepôt. C'est une raison d'être présent. Si vous publiez vos données dans un entrepôt obscur que personne va voir, ça va à l'encontre de la question de la visibilité, que les données soient faciles à trouver. Voilà. Ça, c'est une réponse générale.
Voilà. Après, ce qui est plus important, c'est d'utiliser un véritable entrepôt. Voilà, j'ai cité tout à l'heure des exemples de services qui ne sont pas des entrepôts, qui servent éventuellement qui servent à stocker les données, éventuellement à les partager au sein d'une équipe, mais pas ensuite à les diffuser sur le long terme. Alors, je vois d'autres questions. Est-ce qu'il existe des entrepôts de données en Afrique? Oui, bien sûr, il en existe. J'ai cité un entrepôt au Sénégal, il s'appelle ANATS. Il en existe. Peut-être qu'il y en a également en projet. Je pars, oui, si vous avez assisté, je sais pas, au premier webinaire, il y avait quelques exemples supplémentaires d'entrepôts qui sont basés en Afrique. De mémoire, je ne peux plus vous donner les noms, mais si vous regardez le support du premier webinaire qui est en ligne, vous retrouverez, il y a des informations sur des exemples d'entrepôts en Afrique. Et puis, évidemment, sinon, il y a le site RE3 Data pour faire des recherches. Je vois, il y a encore une question. Oui, il y a une question sur est-ce qu'on cite les jeux de données comme on cite les articles, titre, journal, volume, page, année, etc. Quel est l'équivalent pour le jeu de données? Oui, les jeux de données ont une citation, il y a un standard, enfin une recommandation de citation. Ce qui est intéressant de voir, souvent l'entrepôt, donc si vous téléchargez un article, dans beaucoup d'articles, il y a un petit encart avec écrit comment citer cet article. C'est assez courant. De la même façon, dans les entrepôts, on veut encourager à citer les jeux de données. Donc, si vous prenez l'exemple des entrepôts Dataverse, sur la page d'accueil de chaque jeu de données, il y a la citation qui est prête à copier. Donc, elle est déjà formatée et l'ordre, c'est la liste des auteurs, le titre du jeu de données, le nom de l'entrepôt. Il y a aussi l'année de publication, de première publication. Et éventuellement, on peut ajouter la version, par exemple, version 1, version 2. Ça, c'est un exemple. Alors, je vois encore des questions. Alors oui, il y a une question sur... j'ai vu dans une des slides qu'il y avait une grande diversité d'entrepôts de données. Est-ce qu'il y a une harmonisation en termes de méthode d'organisation, de code ethnique, de conditions d'accès, etc.? L'harmonisation, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que il y a des recommandations et en particulier, je vous ai montré des critères de confiance. J'ai mentionné aussi le fait qu'il y a une certification qui existe. Alors, beaucoup d'entrepôts ne sont pas encore certifiés. Un certain nombre, ils sont en train d'essayer d'être certifiés, de respecter actuellement le plus possible les critères de certification. Et dans ces critères de certification conduisent à une harmonisation, en fait. Alors, une autre dernière question. Le fait de publier dans plusieurs entrepôts peut-il être utile pour maximiser les chances de réutilisation par les chercheurs? Ça, je pense que c'est une réponse à ta réponse de tout à l'heure. Oui, ben je comprends l'idée parce que, en fait, par exemple, si on prend l'équivalent prenons l'exemple d'un site Internet, on va dire aux gens, essayez de référencer votre site Internet dans le plus possible de moteurs de recherche. Bon, maintenant, tout le monde sait, il y a surtout un moteur de recherche que tout le monde utilise, que je ne citerai pas, mais quand même, il existe beaucoup de moteurs de recherche sur Internet. L'idée, c'est que, il y a même des sociétés qui vous aident, vous les payez, ils vont référencer votre site web dans le plus possible de jeux de recherche, de moteurs de recherche. Par exemple, ils vous payez et puis ils référencent votre site Internet dans 100 moteurs de recherche différents. Mais on ne peut pas utiliser la même méthode pour les jeux de données. Les jeux de données, on va les vouloir, ils vont être référencés dans les moteurs de recherche, mais ça, c'est l'affaire des entrepôts eux-mêmes. C'est les entrepôts eux-mêmes qui vont s'arranger pour que tout leur contenu passe dans un moteur de recherche. Mais vous, à votre niveau, quand vous déposez un jeu de données, vous allez déposer dans un seul entrepôt. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour qu'il ait une citation unique, un DOI unique. Sinon, vous allez avoir plusieurs citations vers les mêmes données. Voilà. Et puis, il y a un éparpillement du nombre de citations aussi.
Donc, une autre question concernant la préservation pérenne, est-ce que le PURL de type DOI ne permet pas cela vu que l'identifiant pérenne est lié à l'accès à la ressource qui elle-même doit contenir le jeu de données? Je ne suis pas tout sûr d'avoir tout compris, mais si la personne veut préciser sa question, elle peut peut-être ouvrir son micro. Disons que le DOI, c'est le mécanisme d'accès aux données. Donc, on va rendre pérenne cette partie-là. Mais pour que toute la chaîne d'accès aux données soit pérenne, ça ne suffit pas d'avoir... L'idée du DOI, c'est que on a un article, dans les références bibliographiques, on cite des données et on donne le DOI des données. Quelqu'un va lire cet article dans 10 ans. Peut-être même dans 10 ans, il est encore plus intéressant qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la science. Voilà, quelqu'un lit cet article dans 10 ans et clique sur le lien DOI. Et au miracle, dans 10 ans, les données sont toujours disponibles. C'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est le DOI qui permet ça. Parce que peut-être dans ces 10 ans, le jeu de données, il a changé d'entrepôt. Mais on a maintenu son DOI, lui, il n'a pas changé. C'est ça l'idée. Mais le mécanisme DOI lui-même ne garantit rien. C'est un outil qui aide à maintenir le lien. Mais à côté de ça, il faut que les entrepôts, eux, ils fassent bien leur sauvegarde, il faut que, etc. Je pense avoir répondu, si j'ai bien compris la question. Et il y a une question pour savoir si ta présentation sera ouverte. Oui, bien sûr, elle sera ouverte. J'ai vu qu'il y avait aussi une question qui demandait où est-ce qu'elle serait diffusée. Elle sera diffusée, entre autres, sur la page d'accueil. Il y a une page webinaire Open PSE. Il y a déjà le support du premier webinaire qui est en ligne. Et le deuxième, le support devrait être en ligne au plus tard demain. Voilà. L'enregistrement, on essaiera aussi de mettre en ligne. Je vous redonne l'adresse, si vous voulez, je le remets dans le chat. Il y a une question sur le choix d'un entrepôt entre celui de la NATS et celui de l'IRD. J'imagine que c'est pour des gens de OpenOPSE. Oui, typiquement, je crois que pour OpenOPSE, le choix a été fait. Il y a cette collection OPSE qui est déjà présente dans ANATS. Pour éviter l'éparpillement des données, je veux dire, ça semble logique de continuer à alimenter cette collection existante. Ça même, vous vous rappelez, tout au début, j'ai parlé de gouvernance des données. La gouvernance des données, c'est cet ensemble c'est une sorte de réflexion qui est conduite, qui ensuite définit des lignes directrices. Ça peut être fait au niveau d'un laboratoire, d'un projet scientifique. Et donc, s'il y a une ligne directrice qui dit pour notre organisation, pour notre projet, l'entrepôt préférentiel, voire obligatoire dans certains cas, c'est tel entrepôt, justement, c'est le rôle de la gouvernance de définir ça. Il y a aussi une question sur la différence entre pseudonymisation et anonymisation. En fait, l'anonymisation, ça garantit que c'est totalement impossible de réidentifier les personnes. Ou alors avec le risque aussi faible que possible de réidentifier les personnes. Or, les données pseudonymisées, on est encore très loin de ça. Vous pouvez imaginer une sorte de transition où on part de données qui sont identifiantes, complètement identifiantes. On a les noms, les téléphones, les adresses des personnes, en plus de leurs réponses. Puis, dans une première étape, pour protéger la confidentialité et l'identité des personnes, on enlève leur nom, on enlève leur téléphone, leur adresse. Donc, on a des données pseudonymisées. On met un code à la place de leur nom, on met un numéro. Ça donne des données pseudonymisées, mais on pourrait quand même réussir à les identifier. Par exemple, il y a plus leur adresse, mais il y a le nom de leur village et il y a leur profession. Peut-être que c'est la seule personne qui a cette profession-là dans ce village-là. Et finalement, c'est des données pseudonymisées, mais c'est très facile de savoir qui c'est. Imaginez qu'on collecte des données sensibles. Ça peut être extrêmement ennuyeux quand on identifie la personne qui a répondu. Donc, les données pseudonymisées, on peut réidentifier les personnes de manière générale. Parfois, la pseudonymisation, elle va plus ou moins loin. Parfois, on supprime les dates de naissance, on met les années de naissance.
Parfois, on supprime les noms des villages, on met les provinces. Vous voyez, il y a une sorte de gradient qui se fait. Et tout à l'extrémité de la chaîne, on arrive aux données totalement anonymisées. On a pris toutes les précautions pour que toutes les précautions raisonnables pour qu'on puisse plus identifier les personnes. Voilà, c'est ça l'idée. Mais donc, il y a une grande différence entre pseudonymiser et anonymiser. Oui, et le nom de la page sur laquelle, l'URL de la page sur laquelle sont déposés les webinaires compose un accent, ce qu'on ne doit jamais faire normalement sur le nom de page web. Ce qui fait qu'il y a un petit problème d'accès. C'est vrai, donc sur ma dernière diapo, là, il y a le lien d'accès vers le site OPSE. Après, dans les menus, on peut accéder à la partie ouverture des données, donc Open OPSE, et ensuite au webinaire. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a un dernier webinaire qui aura lieu le 8 novembre sur les plans de gestion de données. Et donc, c'est ma collègue Anka, que vous entendez aussi aujourd'hui, ainsi que Caroline, Doucouré, donc, sont également dans notre service qui animeront ce webinaire. Il y a une dernière question sur l'anonymisation. Je ne sais pas si tu la vois. Quelle est la méthode d'anonymisation des données que vous recommandez? Alors là, on rentre dans les détails, je ne dirais pas techniques, mais méthodologiques. Je ne vais pas recommander une méthode en particulier. Il existe beaucoup de méthodes. Moi, je dis plutôt quelles sont les méthodes qu'il faut éviter. Des méthodes à éviter, c'est des méthodes obsolètes, des méthodes qui autrefois, on prétendait que c'était anonymisé et on se rend compte 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard que les données, elles n'étaient pas, on arrive à identifier les personnes. Ça, par exemple, c'est un bon critère. Si vous regardez une méthode qui était recommandée il y a 10 ou 20 ans, et il y a beaucoup de chances que cette méthode aujourd'hui est considérée comme n'étant plus suffisamment fiable et avec le risque qu'on identifie des personnes. Grosso modo, il y a des données anonymisées qui ont été publiées comme en tant que telles il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a réussi à identifier des personnes, ce qui est ennuyeux. C'est plus ou moins ennuyeux selon qu'est-ce qu'elles contiennent, ces données. Vous voyez, il y a aussi, on choisit une méthode d'anonymisation par rapport au niveau de risque. Selon le degré de sensibilité des données, on va vouloir avoir plus ou moins de précautions. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui va arriver à une personne si on réussit à la identifier? Qu'est-ce qu'elle risque? Les risques peuvent être plus ou moins importants. Dans certains pays, avoir une certaine information sur une certaine personne, ça pourrait, par exemple, l'amener en prison. Donc voilà, ça c'est un exemple de risque assez élevé. Oui, je vois Pascal rappelle qu'il y aura un atelier sur l'anonymisation à Dakar le mois prochain. Les inscriptions vont bientôt être ouvertes avec un nombre quand même limité de participants. Je ne vois pas d'autres questions, de nouvelles questions. Si vous en avez encore une ou deux, vous pouvez encore les poser. Bon, on voit en tout cas non, j'ai l'impression que ça va. On voit que l'anonymisation est un sujet qui intéresse. C'est pour ça qu'il va être développé plus. Enfin, de toute façon, pour l'anonymisation, c'est un sujet sur lequel on peut faire une formation d'une journée. Voilà. Et encore au bout d'une journée, vous n'allez pas devenir expert en anonymisation. Voilà. Il faut avoir conscience de ça. Mais c'est un sujet sur lequel on peut progresser et avancer progressivement. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation et pour toutes les questions intéressantes qui ont été posées. Au revoir, bonne fin de journée. Oui, au revoir.